Tout à l'heure, il était question de concurrence, de start-up. Maintenant, il est question de prestige et surtout d'institutions bien ancrées, donc incontestables et incontestées. J'ai autour de cette table M. Gabriel de Broglie, qui est le chancelier de l'Institut. Vous allez nous dire dans un instant ce que représente votre fonction et ce qu'est l'Institut. Monsieur Yves Coppens, professeur Yves Coppens, professeur au Collège de France, et vous êtes, je crois, le plus grand spécialiste mondial de la préhistoire. C'est comme ça qu'on vous présente et je crois que c'est ce que vous êtes. Hein. Général Denis Favier, vous êtes le directeur général de la Gendarmerie nationale et vous avez dirigé, on va en parler également, le GIGN, qui est une institution aussi prestigieuse, une émanation de la gendarmerie et une émanation très prestigieuse. Monsieur le chancelier, je vous donne la parole. Vous allez peut-être d'abord nous expliquer ce qu'est l'Institut, parce qu'on connaît les académies, mais on ne connaît pas l'Institut. Est-ce que vous commenceriez par nous expliquer de quoi il s'agit? Bien volontiers. Je vais essayer de le faire le plus rapidement et clairement possible. Les académies préexistent. Elles sont créées au XVIIe siècle. 1635 pour l'Académie française, sous Louis XIII, par Richelieu. 4 académies existent à ce moment-là, et plus d'ailleurs parce qu'il y avait une académie d'architecture, de peinture, de musique, de sculpture, etc. La Révolution supprime les académies et crée, d'abord ne crée rien, et puis au bout de 2 ans, des esprits éclairés, des philosophes, disent, mais enfin, la République aussi peut avoir un organisme qui s'efforce de mettre en valeur les arts, les sciences et les lettres. Et donc la Révolution crée l'Institut, qui est composé de classes. Ces classes ne recoupent pas exactement les anciennes académies parce qu'on a voulu disperser les académiciens. Puis, Napoléon, plutôt le général Bonaparte, est élu membre de l'Institut dans la classe des sciences, parce qu'il était général d'artillerie. Il en était très fier. Et devenu empereur, il installe l'Institut de France dans le beau palais, Collège des 4 Nations, sur le bord de la Seine, quai de Conti. Il y a une très belle architecture de Levaux, l'architecte de Versailles, et ce collège d'Ancien Régime devient le palais de l'Institut, en face du Pont des Arts, en face du Palais des Rois. C'est toute une symbolique, n'est-ce pas, au bord de la Seine. Survient la Restauration. Louis XVIII, en fin politique, restaure les académies, dans toute leur ancienneté, tradition, privilège, mais maintient l'Institut de France, création de la Révolution. Et donc, l'Institut de France est composé de 5 académies. Il n'y a de membres de l'Institut que des membres de l'une ou l'autre des académies, ou de plusieurs. La première, c'est l'Académie française, 40 membres. La seconde, c'est l'Académie des inscriptions et belles-lettres, c'est-à-dire de l'histoire de l'Antiquité et de l'histoire ancienne. C'est un peu la plus méconnue. Hein. Au XVIIe siècle, on l'appelait la Petite Académie, parce que l'Antiquité, c'était beaucoup de choses, n'est-ce pas, à l'époque. Et les civilisations orientales, extrême-orientales et égyptiennes, c'était aussi, et ça continue à être très important. Mais enfin, en effet, elle est peut-être moins sous le regard des projecteurs. La troisième, c'est l'Académie des sciences. Elle, alors, elle n'est pas, c'est la plus connue, probablement, la plus. Bon. Et 250 membres. Dont M. Yves Coppens, membre de l'Institut, membre de l'Académie des sciences. La quatrième, c'est l'Académie des beaux-arts, qui regroupe les anciennes académies d'architecture, de peinture, de sculpture, de musique, etc. L'Académie des beaux-arts. Et la cinquième, la petite cinquième, c'est une création de la Révolution, c'est l'Académie des sciences morales et politiques. C'est une des originalités de la France que d'avoir produit des Lumières et en même temps des penseurs politiques libéraux de la monarchie de Juillet, d'avoir une académie des sciences morales et politiques. Cela suppose qu'il y ait des sciences morales et politiques
Et on en est bien persuadé, mais encore faut-il faire vivre cette notion. Elle représente un idéal démocratique, progressiste, individualiste, scientifique, dans les domaines de l'histoire, de l'histoire politique, parlementaire, de la législation, de la finance. Qu'est-ce qu'une science morale? Comment? Qu'est-ce qu'une science morale? Attention, si vous me permettez, c'est sciences morales et politiques. L'expression ne doit pas... Il n'y a pas des sciences morales et des sciences politiques. Il y a des sciences qui sont morales et politiques, c'est-à-dire la philosophie des Lumières. Voilà, nous sommes de cette académie, 50 membres, est un peu l'héritière de la philosophie des Lumières modernisée par le 19e siècle et le 20e siècle. Tout ça représente 450 académiciens, dont je peux dire, on n'est pas ici pour se vanter, n'est-ce pas, mais on peut dire, on doit dire que le processus de sélection de chacun de ces membres des académies est un processus qui conduit à faire apparaître l'excellence. Et donc, le principe même de la composition des académies, c'est l'excellence. Alors, tout le monde l'a dit au XIXe siècle, Renan a eu une très belle phrase en disant bien des pays ont des académies illustres, seule la France a un institut de France qui réunit le poète, l'historien, le savant, l'architecte, le médecin, qui tous se réunissent ensemble pour réfléchir et qui tous peuvent s'appeler confrères. C'est ça l'Institut de France, une confraternité entre le croisement des disciplines. Et peut-être un dernier trait très important, c'est l'indépendance. La nature même et la raison d'être même des académies et de l'Institut, c'est l'indépendance. Et cette indépendance est assurée, elle est assurée par la tradition très forte, historique, toujours. Et un des éléments de cette tradition, c'est que les académies et l'Institut ne dépendent pas des pouvoirs publics, sauf par un point, c'est que le chef de l'État est protecteur des académies et de l'Institut, protecteur. Ça ne recouvre pas des attributions juridiques précises, mais enfin le mot veut bien dire ce qu'il veut dire. Le chef de l'État est le protecteur des académies. Et alors, deuxièmement, il y a une loi qui a établi, coulé dans le marbre, cette existence et cette indépendance. C'est la loi de 2006, qui elle-même dessinait une architecture qui avait été établie en 1816 par Louis XVIII et qui était la seule loi qui régissait les académies. Pourquoi avait-il fallu rafraîchir cette loi à ce moment-là? Deux siècles après, oui. Non, mais qu'est-ce qui a été modifié? Pour établir son indépendance, parce que entre les deux était né au XVIIIe siècle, s'était développé le pouvoir ministériel, les ministères, l'administration publique. Alors, le ministère de l'Éducation nationale, je ne fais pas aucun jugement péjoratif, n'est-ce pas? Aucun, bien entendu. Le ministère de la Culture, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, au fond, avait une tendance parfaitement naturelle à considérer que les académies étaient un des établissements qui relevaient de leur ministère. Comme les grandes bibliothèques, comme les grands établissements scientifiques. La France a des établissements, nous entendons parler du plus glorieux d'entre eux tout à l'heure avec le Collège de France. Et donc, c'est une démarche bien naturelle. Mais on assistait aussi à des petites querelles de frontières nuisibles entre ministères et entre bureaux. Le pire, c'est entre les bureaux. Bien sûr. Les directions générales des ministères. Et donc, il était utile, avec tout l'accroissement de la bureaucratie, il faut bien le dire, au 19e, au 20e et au 21e siècle, il était utile de rappeler que le monde académique, les académies, leur raison d'être, c'est l'indépendance. Et donc la loi de 2006, là, en 4 articles, elle a 4 articles, c'est un modèle, et donc elle rappelle que le statut des académies, c'est l'indépendance. Et c'est l'État qui vous dote? Et c'est l'État qui dote largement, pas suffisamment, mais largement du point de vue immobilier.
Le palais de l'Institut est superbe, il appartient à l'État, il est remis gratuitement par l'État à la disposition de l'Institut, et il est financé, en tout cas, par les grosses réparations aux monuments historiques par l'État. Et disons que l'État finance d'une certaine manière les missions de service public que la loi affecte à chacune des académies et à l'Institut. Selon la formule consacrée. Mais selon la formule consacrée. Mais avec cette formule aussi consacrée, que les sommes consacrées à ce financement ne suivent pas ni le développement des missions, ni encore moins l'effet de l'inflation. Et donc, le financement ne fait que se réduire d'année en année et pose un vrai problème, contribue d'une certaine manière à une rigueur de gestion qui est déjà assurée depuis pas mal d'années. En tout cas, moi, je m'occupe de l'Institut depuis 6 ans, ou plus même. Et je peux vous dire que l'effort de gestion n'a jamais cessé. À partir d'un certain moment, n'est-ce pas, il ne faut pas trop compter sur l'effort de gestion des responsables pour résoudre un problème de finances publiques qui n'est pas résolu par les pouvoirs publics. On va en parler tout à l'heure. Un petit message. Oui, d'accord. On va essayer de faire passer. Monsieur Coppens, vous êtes un des membres de cet institut. Donc vous êtes membre de l'Académie des sciences, mais vous êtes surtout, donc, je disais, le grand spécialiste de la préhistoire et professeur au Collège de France. Et c'est à ce titre que je vais vous interroger, que la salle va vous interroger. Le Collège de France est un organisme unique aussi, puisque c'est un enseignement de prestige délivré par de grands professeurs, de grands scientifiques. Et c'est un institut non diplômant, c'est-à-dire que c'est la science qui est offerte à tous. Oui, c'est intéressant parce que c'est une institution originale et avec bien sûr une création tout à fait originale. Le Collège de France, on parlait de start-up tout à l'heure, on pourrait parler de paléo-start-up parce qu'elle est née en 1530, 16e siècle. Hein. J'espère pouvoir fêter le 500e anniversaire. Non, je ne suis pas sûr. 1530, et tout simplement parce qu'à ce moment-là, n'existait que la Sorbonne comme grande institution intellectuelle, et la Sorbonne était très conservatrice, disons. La Sorbonne enseignait la théologie, la médecine, le droit, les arts, en latin, et ne voulait guère évoluer. Et à ce moment-là, la Renaissance fleurissait déjà en Italie, et fleurissait aussi en Belgique. Il y avait même une chaire qui avait été créée à Louvain-la-Neuve, chaire des 3 langues, je crois. Et François Ier, qui était le roi de l'époque, s'est laissé très facilement influencer par 2 personnes. Une que l'on connaît bien, c'est Guillaume Budet, le maître de sa librairie, et une autre que l'on connaît moins, qui est la sœur de François Ier, Marguerite de Navarre. Et Marguerite de Navarre est revenue un petit peu à la surface dans notre nouveau collège, où on lui a donné le plus grand amphithéâtre. On a donné son nom à notre plus grand amphithéâtre, donc pour reconnaître son rôle. Donc François Ier, influencé par son bibliothécaire et par sa sœur, a compris qu'il fallait créer une autre institution au lieu de tenter de réformer la Sorbonne. Finalement, le Collège de France a été un petit peu construit, j'allais dire contre la Sorbonne, mais c'est un petit peu ça. Et chose amusante, on raconte, je n'en suis pas sûr, mais on raconte que c'est pour embêter la Sorbonne que nos réunions formelles du collège ne se font que le dimanche. Alors aujourd'hui, ça nous embête nous, ça n'embête pas du tout la Sorbonne, mais on continue à se réunir le dernier dimanche de février, le dernier dimanche de juin, le dernier dimanche de novembre. Quand vous parlez de réunion formelle, c'est-à-dire l'ensemble des professeurs ? C'est ça, avec des décisions concernant l'institution. Donc, François Ier a créé, hors les murs, sans murs au départ, des lecteurs royaux. Mais pas très loin des murs, quand même. Non, il n'y avait pas de murs, c'était des lecteurs qui avaient le titre de lecteur royal, et qui enseignaient là où ils pouvaient. Il n'y avait pas de lieu précis au départ.
Et il y avait 6 chaires. Il y en avait 2 en grec, 3 en hébreu et 1 en mathématiques. Et il y a eu une 7e qui a été en éloquence latine. Je trouve ça superbe. Une chaire d'éloquence latine. Comme j'aurais voulu avoir celle-là. Elle n'existe plus. Hein. Et donc, le collège, petit à petit, s'est installé, est devenu une vraie institution qui s'est appelée Collegium Regium Galliarum, collège royal de Gaulle, oui, des Gaulois de France, collège royal de France. Et ce n'est qu'au XVIIIe siècle, en fait, fin du XVIIIe, que Chalgrin, l'architecte Chalgrin, a construit le bâtiment principal. Je dis principal du Collège de France parce qu'on a d'autres locaux désormais dans le 5e arrondissement. À la fin du 18e, il y avait 20 chaires. Donc on était passé de 6, puis de 7 à une vingtaine. Et le collège a curieusement, et heureusement pour nous, traversé la Révolution sans dommage. Et en 1802, une loi a créé la manière que le collège pouvait adopter d'avoir de nouveaux professeurs. Et c'est un système de cooptation qui marche encore aujourd'hui. Alors, je peux vous le raconter parce qu'il est amusant. Moi, forcément, je l'ai vécu quand je suis entré au collège. Et ça se passe de la manière suivante. Les professeurs se réunissent de manière informelle. On discute des noms possibles et surtout des chaires possibles. Il n'y a pas de consensus. On se réunit une autre fois, de manière informelle. On en bavarde, il y a des noms qui émergent, c'est un petit peu mieux. On se réunit une 3e fois, il n'y a pas de nombre. Hein. Mais c'est bien, parce qu'on fait finalement la discussion avant la discussion formelle. Et à ce moment-là sort un nom, et on décide de la personne qui va contacter ce nom, cette personnalité-là, pour savoir si elle est intéressée par le collège. Et à ce moment-là, on demande à cette personne de proposer un titre de chaire et de rendre visite aux 52 professeurs. Il y a 52 professeurs aujourd'hui. Et lorsque la personne est contactée, lorsqu'elle accepte, lorsque ça l'intéresse, lorsqu'elle accepte de jouer le jeu et de faire les visites, elle fait donc ces 52 visites. Et nous nous réunissons de manière formelle, à ce moment-là. Un dimanche. Un dimanche, forcément. Et on discute de l'intitulé, mais surtout pas de la personne qu'on a vue. Les 52 professeurs ont vu la personne que l'on avait cooptée, mais on n'en parle pas, parce que si le vote échouait, ça pourrait lui porter préjudice. Donc on ne parle que de l'intitulé et de l'intérêt d'avoir quelqu'un dans cette discipline-là, sans citer, c'est amusant, quoi, parce que tout le monde le sait, bien sûr, sans citer le nom de la personne. Et on vote sur l'intitulé. Et à ce moment-là, le vote est envoyé aux instances adéquates, en l'occurrence à l'Académie d'ailleurs, et puis dans les instances politiques. Ça paraît au journal officiel. Et à ce moment-là, on doit, voyant la chaire apparaître au journal officiel, se porter officiellement candidat. En disant, je viens de voir par hasard, dans le journal officiel, un intitulé de chaire qui correspond tout à fait à ma spécialité, oui. Je me porte candidat. Et entre cette candidature officielle et la réunion, la seconde réunion de l'Assemblée des professeurs, il peut y avoir des coucous, c'est-à-dire des gens qui n'ont absolument pas été sollicités, des gens qui n'ont absolument pas fait le tour des 52 professeurs, mais qui se portent candidats parce qu'ils trouvent aussi que c'est... Ils sont forcément éliminés. Leur spécialité. Ben, pas forcément. On a eu un coucou célèbre, c'était le prince Ringuet. Le prince Ringuet s'était présenté comme ça, et en l'occurrence, c'est lui qui était passé contre, m'a-t-on raconté. Enfin, j'ai bien connu le prince Ringuet, mais je n'étais pas là au moment de son élection. Et c'est lui qui est passé contre le candidat qui avait été... Et quel était l'intitulé de la chaire ? Je ne sais plus. Mais en tout cas, ça s'appelle un coucou. Et moi, je suis
j'ai l'air comme ça décontracté, mais j'étais quand même anxieux. J'avais envie d'avoir cette chaire. J'avais fait ma tournée des professeurs, ça avait marché à merveille. Et donc, au moment de la sortie au journal officiel, je téléphonais à Yves Laporte, qui était l'administrateur du collège à ce moment-là. Et il était charmant. Il me disait, avant même que je me présente, il reconnaissait ma voix. Il me disait, non, mon cher collègue, au courrier de ce matin, il n'y a pas encore de coucou. Et finalement, je n'ai pas eu de coucou, donc j'ai été élu sans problème. Et c'est une grande institution, quoi. Alors, une chose importante, bien sûr, c'est que l'enseignement qui est donné, depuis le début, depuis 1530, est censé être le suivant. Nous sommes censés enseigner ce qu'on a l'impression de connaître le mieux à quiconque veut venir nous entendre. C'est-à-dire que les cours, les enseignements sont libres, sont ouverts. Et vient qui veut à ces enseignements. Vous donnez combien de conférences par an? Ce qui ne se sait pas. Ça dépend des chaires. Mais les chaires scientifiques, en l'occurrence données par des gens qui, par ailleurs, sont directeurs de laboratoire, ce qui était mon cas, c'est 18 enseignements. 18 heures ou 18 fois 2 heures, mais 18 réunions, si je puis dire, 18 conférences. Et quand on dit ça à l'étranger, évidemment, ça étonne. Combien t'as d'heures? Moi, j'ai 18 heures. Et on me dit par semaine? Non. Par mois? Non. Par an? Et en l'occurrence, il y a évidemment une préparation importante et on est aussi censé enseigner ce que l'on vient d'apprendre de notre recherche. Et la recherche est censée être éclairée par l'enseignement qui éclaircit, et c'est vrai, ce que l'on cherche. Il y a combien de personnes qui viennent écouter une conférence? Écoutez, quelle est la taille de l'amphithéâtre? Ce que je peux vous dire, c'est pas pour me vanter du tout, mais c'est que statistiquement, les enseignements d'histoire, et donc aussi de préhistoire, de philosophie, de sociologie, je pense à Bourdieu à une certaine époque, ont toujours été les plus fréquentés. C'est-à-dire qu'on remplit l'amphithéâtre qui fait autour de 500 places et parfois on remplit d'autres amphithéâtres. Donc il y a une sorte de mode, une sorte de grande affluence pour les sciences d'histoire. Pour les sciences de l'histoire en général, oui. Là, quand j'ai fait, juste pour terminer, quand j'ai fait ma leçon, il y a une leçon inaugurale qui est une sorte de petit événement, et ensuite, bien sûr, on commence véritablement son cours, c'est-à-dire que c'est le deuxième cours. Et quand je suis sorti de mon deuxième cours, les apparitaires se sont exprimés, ils m'ont dit pas mal, pas autant que Michel Foucault, qui enseignait à ce moment-là, mais autant que Georges Duby, qui était un historien. Donc j'étais non pas jugé, mais jaugé à la fréquentation de mon enseignement. La fréquentation. Enfin, on en reparlera, mais c'est une très belle institution et dont la France peut être tout à fait fière. Merci beaucoup. Général Favier, la gendarmerie, elle a presque l'âge du Collège de France, non, un peu moins? Oui, elle a 8 siècles d'histoire, donc c'est une institution qui est très présente dans notre paysage national et qui contribue aussi au rayonnement de notre pays. Alors elle intervient dans un domaine qui est éloigné de ceux qui viennent d'être évoqués, mais qui est un domaine sensible, celui de la sécurité. Sans sécurité, il n'y a pas de société solide qui puisse se déployer. Sans sécurité, il n'y a pas de corps professoral qui puisse enseigner, il n'y a pas de chercheurs, il n'y a pas de philosophes qui puissent vraiment s'installer. Et donc on est sur ce segment-là, qui est un segment un peu particulier. Racontez-nous un peu l'histoire de la gendarmerie. C'est une institution qui s'ancre dans la royauté. La gendarmerie, c'est avant tout la maréchaussée, c'est-à-dire c'est une force qui au départ suit les armées en campagne. Et c'est une force qui a suivi l'évolution de notre pays et qui a traversé les siècles et qui a su s'adapter aux demandes de sécurité. De la maréchaussée, on est passé ensuite, sous la Révolution, à une implantation
territorial, avec des brigades présentes dans tous les cantons, pour occuper l'espace et assurer la sécurité sur l'ensemble de notre territoire. Et puis, on a traversé le 19e, le 20e, et nous sommes aujourd'hui dans le 21e siècle, avec une force qui constitue un de nos piliers démocratiques et un des piliers en termes de fonctionnement équilibré de notre pays. Et c'est ça qui est apprécié aussi à l'étranger. Qu'est-ce qui fait la force de la gendarmerie aujourd'hui? Ce qui fait la force de la gendarmerie, c'est, en tout cas, si l'on suit les enquêtes d'opinion, c'est son contact avec la population, qui est toujours apprécié. C'est sa présence sur l'ensemble du territoire. C'est son statut aussi. C'est une force de statut militaire engagée sur des missions de police. C'est un domaine qui n'est pas réservé à l'unique police nationale. C'est une force qui est reconnue aussi pour son engagement. Elle ne compte pas son temps, ne compte pas non plus parfois ses larmes quand il s'agit de faire face à des missions qui sont parfois très lourdes. Et c'est une force qui répond à des règles éthiques qui sont très poussées et qui sont recherchées, notamment quand on est sur le segment de ce que l'étranger peut observer dans notre pays et qui fonctionne. Alors, je voudrais que vous disiez un mot d'une fonction que vous avez occupée précédemment, qui est la direction du... Vous avez commandé le GIGN. Et ça, c'est une institution beaucoup plus récente, puisqu'elle a été créée à la suite des JO, enfin de l'attentat des JO de Munich. Et est-ce que vous avez... comment dire? Comment est-ce que le GIGN, est-ce qu'il... c'est une institution proprement française ou est-ce que maintenant elle a été copiée? Est-ce que c'était une institution originale à l'époque? Parce que ça date de 1974, n'est-ce pas? Oui, c'est une création assez récente. Après les événements de Munich, Jeux Olympiques, extrêmement douloureux, on s'est rendu compte à cette occasion qu'aucun pays démocratique n'avait réellement de force capable de gérer des situations qui n'étaient ni militaires ni policières. On était... à un niveau d'intensité qui nécessitait la création d'unités particulières. Et le terrorisme. Oui, c'est ça, contre le terrorisme, en fin de compte. Et la France a réagi avec les moyens dont elle disposait, et elle a demandé à la gendarmerie de constituer une structure pour adapter les modes d'action militaires aux missions de police. C'est extrêmement compliqué, ce registre d'intervention. Il doit être tout en puissance, mais également tout en subtilité, car il doit s'appuyer avant tout sur un dispositif de négociation. Donc c'est quelque chose d'assez complexe qui a pris corps en France et qui s'est étoffé au fil des opérations. Certaines ont été très lourdes, qui ont marqué l'actualité nationale, et d'autres, tout aussi lourdes, ont été conduites aussi à l'étranger. De telle sorte qu'une entité s'est créée et qu'elle s'est transformée au fil du temps et qu'elle est reconnue au plan international. Alors, il y a des unités comparables, bien sûr, mais on aura la faiblesse de penser, sans chauvinisme aucun, qu'on a là une capacité nationale dont on a tout lieu d'être fier. C'est une capacité qui permet de promouvoir l'image de notre pays, bien sûr, dans le domaine opérationnel, mais pas uniquement. C'est une capacité qui est liée aussi au monde industriel, ce qu'on ignore souvent. Quand Airbus s'engage dans une démarche de vente d'appareils à l'étranger, on inscrit cette démarche dans un concept global, avec un dispositif de sécurité mis en place dans l'appareil, et ce dispositif de sécurité est bâti en lien direct avec les unités d'intervention. Et donc nous, on accompagne le mouvement de vente d'Airbus, on forme le groupe d'intervention du pays qui achète les Airbus, et là on a bien un concept national qui fait référence et qui nous permet collectivement de promouvoir l'image de la France. Ça, c'est assez secret. C'est assez secret, mais là, on est en petit comité, donc on peut l'évoquer. Mais en même temps, nous sommes là sur des segments qui montrent que les cloisonnements n'existent pas autant qu'on l'imagine entre le public et le privé, entre les hommes d'action et les hommes de réflexion. On est bien là sur un coup complet national qui permet vraiment des avancées qui sont profitables. Je vais vous poser une question, je ne sais pas si vous accepterez d'y répondre. Est-ce qu'on peut imaginer que les hommes du GIGN se substituent à ce qu'on appelle le service action? Vous parlez là des services... secrets? Alors là, il faut vraiment être très, très clair. Nous, gendarmes, le GIGN, c'est d'abord une unité de gendarmerie. Moi, j'ai été patron du GIGN et maintenant, je suis le patron de la gendarmerie. Et donc, je fais tout pour ancrer cette unité dans le fonctionnement de la gendarmerie. Et la gendarmerie, vous l'avez compris au travers de mes propos, c'est un corps qui agit en totale transparence. Toutes nos actions sont connues. L'unité que vous évoquez, dans le cadre des services actions, on est sur des actions qui sont dans une sphère plus discrète, plus secrète. Nous ne sommes pas sur ce registre-là. Nous, les gendarmes, nous sommes des gens à visage découvert. Et donc, toute notre action, elle est connue du public et rien ne peut
être cachés. Et donc, de ce point de vue, on se distingue nettement des services que vous évoquez. Vous pouvez être amené à conseiller. Oui, ça c'est sur des actions très ponctuelles, sur des situations très dures. Aux otages. Enfin, oui, c'est très clairement oui. Mais là, on est vraiment sur un segment très très étroit. C'est la libération d'otages dans les pays étrangers. Mais là, on est vraiment pour le coup sur des domaines extrêmement confidentiels. Retenez en règle générale, c'est qu'on est sur deux segments d'emploi très très différenciés. D'accord. Vous aurez peut-être des questions là-dessus. Alors, on va en revenir au rayonnement de vos institutions à l'étranger. Monsieur le chancelier, vous expliquez que les 5 instituts, les 5 académies, est-ce qu'elles se réunissent de temps en temps en réunion plénière? Ça existe? Oui, de temps en temps, chacune vit sa vie propre, a une séance par semaine et des travaux des commissions là, et elles se réunissent pour les instances générales, c'est-à-dire Assemblée générale de l'Institut de France, un conseil, une sorte de conseil d'administration qui s'appelle une commission administrative centrale qui est composée par des représentants des 5 académies, et qui élit le chancelier. Qui dirige totalement l'ensemble, et quelques réunions communes. Par exemple, très bientôt, le 22 octobre, nous avons une séance réunissant l'ensemble des académies, et un représentant de chacune des académies va traiter l'un des thèmes sur un thème commun, son propre thème sur un thème commun. C'est une séance qui a à chaque fois un succès auprès du public et de la presse. Le thème de la prochaine séance, c'est « Le passé est-il passé ?» Et on imagine la déclinaison de ce thème général par l'Académie. Alors, les interventions se font dans l'ordre croissant d'ancienneté des académies, décroissant. Le premier, c'est les sciences morales et politiques, n'est-ce pas? Elle est dans son domaine. Le deuxième, les beaux-arts, on peut aussi très bien. Alors évidemment, la troisième, c'est l'Académie des sciences. Elle est au centre de ce thème. Le passé est-il passé? Le quatrième, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Antiquité. Alors, elle est bien placée pour dire que le passé, nous vivons dans le passé. Et le cinquième, c'est l'Académie française qui, en quelque sorte, clôt le débat. Vous voyez la richesse de ces exercices qui ne sont pas que rhétoriques d'ailleurs et qui sont tout à fait... Par exemple, l'Académie des sciences ne peut pas se poser le problème de savoir quel est le temps, sur le temps, la nature du temps, n'est-ce pas? Est-ce que le temps se déroule? Est-ce que le temps se remonte? Est-ce que Alors, cette richesse nous est très jalousée, non? Enviée, en tout cas? Non, alors peut-être, il résulte de ce que viennent de dire nos collègues et moi, que la force de la tradition est une chose extrêmement importante dans ces institutions intellectuelles, académiques, universitaires. Mais chacune de ces institutions est plongée dans notre société d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde de la mondialisation. Nous sommes plongés dedans. Et chacune des académies vit en symbiose avec les autres académies et sociétés savantes de tous les pays. Je pourrais... Comment s'organise cette symbiose, justement? Eh bien, justement, je pourrais mentionner... alors, de plusieurs manières. Tout le problème est de savoir si on est un diamant qui rayonne tout seul ou si on fait partie d'un réseau et que l'ensemble du réseau est en... Alors, il y a toutes sortes de systèmes pour assurer cette symbiose. Le premier, c'est que les membres des académies françaises peuvent être élus dans les académies étrangères. Le cas est très fréquent, oui, bien entendu, très fréquent. Et on peut dire que presque tous les académiciens sont membres d'une, deux ou trois ou quatre académies étrangères. Bon, je ne pose pas la question à notre collègue, mais Yves Coppens, mais certainement. Pour ma part, j'appartiens à 2 académies étrangères. Bon. Réciproquement, chaque académie élit des membres étrangers. Des membres soit correspondants, soit associés étrangers. Et c'est une manière d'attirer dans le corps de chacune des académies les personnalités les plus marquantes qui sont sélectionnées dans l'ensemble des savants, des personnalités qui comptent dans le monde.
Elles viennent participer aux travaux. Et alors, ils viennent, ils participent aux travaux, selon les commodités, évidemment. Je ne peux pas dire que tous les membres japonais assistent aux séances de l'Académie des sciences, mais enfin, ils viennent. Et puis alors, surtout, il y a un système d'échange qui marche très très bien. Et on sait très bien que nous avons des correspondants dans chacun des pays. Ça marche très bien. Alors, il y a au-delà de cela, c'est individuel, n'est-ce pas? Ce sont une symbiose de corps savants dont les membres se connaissent entre eux. Et puis alors, entre institutions, les académies se connaissent, travaillent entre elles, et nous avons des partenariats très importants qui sont continus, suivis, qui se nouent, qui aboutissent à des travaux communs. Je citerai par exemple le très beau partenariat que l'Académie des sciences a noué avec la Chine. La Chine continentale. Nous avions un partenariat historique avec Taïwan. Historique parce que, voilà, et donc très vivant aussi, parce que les sciences à Taïwan, c'est un pays qui compte dans le domaine des sciences. Et puis, c'est un pays qui a pas mal d'argent et donc qui nourrissait ce partenariat. Mais on ne pouvait pas s'en satisfaire, surtout étant donné l'ouverture de la Chine continentale. Et maintenant, le partenariat est noué de manière extrêmement vivante avec la Chine et les sociétés savantes en Chine. Et ça aboutit à des travaux extrêmement... Est-ce que Taïwan a rompu avec vous? Comment? Taïwan a rompu ou... Non. Alors, juste... Oh, là, ça, nous sommes nos experts dans cette matière. Évidemment non. La République des lettres, elle existe au-delà des frontières. Elle existe, des lettres et des sciences, n'est-ce pas? Elle existe au-delà des régimes politiques. Par exemple, nous avons une action assez déterminée et assez intéressante pour couvrir les deux rives de la Méditerranée. Je ne parle pas de l'Union pour la Méditerranée, qui est un projet politique. Je parle de cette démarche de fond qui est que nos sociétés savantes, nos compagnies, ne peuvent pas ne pas avoir des relations très nombreuses avec leurs équivalents de l'autre côté de la Méditerranée. Avec les académies marocaines, bien entendu, mais avec les sociétés savantes aussi. Eh bien, nous développons un partenariat sur des thèmes concrets, le problème de l'eau, le problème de l'environnement, le problème climatique, du réchauffement climatique, etc., et nous réunissons, il y a un groupe qui s'appelle le groupe GID, groupe interacadémique de développement, très animé par plusieurs membres de l'Académie des sciences, mais pas seulement. L'Académie des sciences morales et politiques joue son rôle. Dans la plupart des problèmes de sociétés actuelles, on s'aperçoit que l'Académie des sciences et l'Académie des sciences morales et politiques sont en connexion. L'éthique, la biologie, le climat, l'environnement, tout ça est en réalité commun entre l'Académie des sciences et l'Académie des sciences morales et politiques. Et donc aboutit à des travaux interacadémiques. Et donc, je reviens à la Méditerranée. Nous sommes une des instances, c'est pas la seule, où savants, experts de tous les pays arabes et d'Israël coopèrent ensemble et se réunissent ensemble, sans aucun problème. Voilà, ça, nous avons l'habitude de cela. C'est une des traductions de cette réalité véritable qu'il faut en prendre conscience, que c'est le monde pardon, pas des grands mots, mais enfin, le monde des intellectuels, le monde des idées, le monde de la réflexion, le monde de la création, échappe aux frontières politiques et à l'emprise. Ça reste vrai. À l'emprise des pouvoirs politiques, indépendamment des crises, influencées par les crises. Il faut voir le bonheur. Je réponds encore à votre question. Lorsque j'ai été élu chancelier, j'ai voulu organiser, comme première grande manifestation, une rencontre des académies européennes, parce qu'on a des relations bilatérales nombreuses. Il y a quelques organismes généraux qui fédèrent en quelque sorte les académies européennes, mais ça n'a pas le rayonnement, ni peut-être l'élévation, le niveau de réflexion qui pourrait convenir. Et donc, je voulais marquer un pas dans cette direction. Et 61 ou 66 académies européennes, 66 ont été invitées, sont venues, ont envoyé chacune 1 ou 2 ou 3 délégués, plus souvent 2, dont tous les pays de l'Europe de l'Est. C'était en 2007.
dont tous les pays de l'Europe de l'Est, qui sont venus, qui ont accouru. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit, nous sommes heureux de venir, merci de cette invitation. Parce que c'est pour nous l'occasion de vous dire que nous sommes de la famille, que nous ne vous avons jamais quitté, mais que nous pouvons maintenant librement établir des relations entre nous. Les interventions des délégués des académies polonaises, des académies hongroises, étaient absolument émouvantes de ce point de vue-là. Et il y avait un second message qui était de dire « Nous avons retrouvé notre plein exercice, notre indépendance. Nous attendons que vous nous montriez le chemin. » À nous, Français, Italiens, Espagnols, Anglais, la Royal Society est une académie, n'est-ce pas, puissante. Nous attendons que vous nous montriez le chemin. Et notre impression, c'est qu'il est plus difficile d'être un académicien indépendant dans un régime libéral que ce ne l'était sous le régime soviétique. C'était un témoignage bouleversant à entendre, n'est-ce pas? Ça veut dire que les choses étaient cadrées pour... Oui, le chemin était moins tracé. Le chemin était tracé. Et d'ailleurs, probablement que le régime soviétique a plutôt bien traité les organes académiques, probablement. Et donc, ils étaient livrés dans l'espèce de grande concurrence de la libéralisation et qu'ils demandaient des recettes. Si vous avez pu leur en apporter beaucoup. Nous essayons de développer ça. Ceci veut dire simplement que nous sommes plongés, tous nos travaux sont d'ailleurs sur ce sujet-là. Si vous le permettez, je voudrais simplement ajouter un point. L'Académie des sciences morales et politiques a pour thème cette année, change de thème chaque année, mais ça suppose que c'est un thème approfondi qui donne lieu à une publication, sous la présidence de Bertrand Collomb, l'ancien PDG de Lafarge, membre de l'Académie. Elle a adopté comme thème « La France dans le monde » aujourd'hui. Et les conférenciers qui défilent devant l'Académie tous les lundis, puisque c'est le jour des sciences morales et politiques, eh bien, ce sont tous les ténors que l'on retrouve ici, dans l'excellence française, que l'on retrouve dans les discussions sur l'entreprise et le rayonnement de l'entreprise au-delà des frontières. C'est le PDG de Total, un leader mondial, le PDG de Lafarge, le vrai, l'actuel, hein, le PDG d'AXA, un leader mondial dans son domaine, etc. Je pourrais donner la liste, n'est-ce pas? On retrouve à la fois ces hommes qui viennent réfléchir avec nous sur le terrain des réflexions de l'académie et qui en même temps sont des pôles de rayonnement de la France dans le monde entier, plus qu'un rayonnement. Être leader mondial dans un secteur, ça représente une réussite considérable. Donc nous sommes en symbiose avec ce monde de l'excellence. Est-ce qu'il en va de même pour le Collège de France? Vous êtes, je veux dire, l'institution est très regardée, très enviée. Est-ce qu'il existe un équivalent d'abord? Non, il n'existe pas d'équivalent. Il n'y a pas véritablement d'institution dans le monde qui ait cette indépendance vis-à-vis des universités, vis-à-vis des chancelleries des universités. Et c'est nouveau. La Belgique vient de créer le Collège Belgique, pour que ce ne soit pas le Collège de Belgique, que ce ne soit pas tout à fait la même chose. Et ça a été créé il y a 2 ans, c'est tout neuf. Et il y avait l'Institute of Higher Studies de Princeton qui approchait un peu. Mais ce que je veux dire après ce que disait monsieur le chancelier, c'est que l'avantage de l'Institut de France et du Collège de France, c'est la destruction des cloisonnements, si je puis dire. Quand vous êtes dans une université, forcément, vous faites un enseignement qui est l'enseignement de la discipline, et on comprend très bien que les laboratoires s'organisent par discipline. Donc il y a par essence même, par structure même, des cloisons entre les disciplines et des cloisons entre les sciences et les lettres, etc. L'avantage de nos institutions, c'est que ces cloisons sautent, en tout cas on aimerait qu'elles sautent, et on fait en sorte qu'elles n'existent
plus et qu'elle existe en tout cas le moins possible. Et je vous donne mon exemple parce que, comme on dit, c'est celui que je connais le mieux. J'ai eu un labo dans le bâtiment Chalgrin pendant très longtemps, et mes voisins, c'était Jacqueline de Romilly et c'était Claude Lévi-Strauss. Donc on avait forcément des frottements, si je puis dire, des conversations qui passaient les frontières. Et actuellement, je suis dans le bâtiment de la rue d'Ulm, du Collège de France, et mes voisins, ce sont les prix Nobel, Claude Cohen-Tannoudji, par exemple, c'est la cloison, on a une cloison entre nous deux, et j'occupe le bureau qu'occupait Pierre-Gilles de Gênes. C'est vous dire que on s'efforce de parler ensemble, ce qui n'est pas toujours le cas, de beaucoup de choses communes et beaucoup de choses personnelles. Et ça ne peut évidemment que créer des interfaces et de faciliter les choses. Alors la question que vous me posiez, c'était sur le rayonnement. Oui, est-ce que vous êtes très sollicité à l'étranger, forcément, bien sûr. Mais en tant qu'institution ou vous personnellement Non, en tant que... enfin, les deux, bien sûr. Mais je veux dire que le Collège de France s'efforce justement d'avoir la plus grande ouverture possible. Et nous avons eu... Et vous invitez également Beaucoup. On a la possibilité justement d'inviter des collègues étrangers. Ces collègues viennent quelquefois sur chaire d'État. Ça veut dire que pendant un mois, quelquefois plus, ils sont professeurs au Collège de France à part entière. Donc c'est déjà un titre qui leur est agréable à recevoir. On leur donne une petite médaille en chocolat en souvenir de leur passage. Enfin, c'est une chambre à la CTU, oui, c'est ça. Oui. Non, pas du tout. Pas du tout, justement. Là, vous touchez un point très sensible. Le Collège de France a un hôtel particulier, rue de l'Université. Et dans cet hôtel particulier, nous avons aménagé une demi-douzaine de petits appartements. Et ces appartements sont justement destinés à ces collègues étrangers qui viennent et qui sont... Enfin, c'est tout près de Saint-Germain-des-Prés. C'est quand même... Ils viennent faire leur cours au collège à pied. C'est quand même privilégié pour Paris. Donc, on reçoit beaucoup d'étrangers pendant nos cours, des étrangers pour des conférences, des étrangers sur des chaires d'État, comme je le disais. Et a été créé depuis quelque temps un autre système qui est la chaire annuelle. C'est-à-dire que des collègues français ou étrangers viennent pour un enseignement d'une année, ce qui est plus léger. Évidemment, le collège bénéficie de leur enseignement. Ça enrichit d'autant plus l'enseignement du Collège de France. Et en même temps, ça n'a pas la lourdeur d'une installation définitive, en quelque sorte, jusqu'à la retraite. Merci. Général Favier, je touche un point sensible. Alors, je ne sais pas très bien jusqu'où vous allez pouvoir me répondre. Indépendamment des liens que la gendarmerie conserve peut-être avec les anciennes colonies, est-ce que vous avez, ou la manière dont elle a influencé aussi les gendarmeries des anciennes colonies, est-ce que vous avez des liens particuliers avec certains pays? Est-ce que vous échangez? Comment est-ce que ça se passe? Alors moi je crois beaucoup au lien historique qui a été évoqué précédemment, et effectivement, quand on s'inscrit dans cette logique historique, on observe que notre gendarmerie, elle a été déclinée dans certains pays. C'est une tradition qui vient directement de l'Empire. Notre modèle gendarmerie, il a été décliné en Italie, il a été décliné en Espagne, avec des corps très vivants, les carabiniers, les gardes civils, qui sont aujourd'hui très présents encore dans le paysage de sécurité respectif de chacun de ces pays, et dans d'autres. Et donc là, on a forcément des liens historiques forts avec certains de ces pays qui perdurent aujourd'hui. S'agissant des pays qui sont historiquement plus proches de nous, je pense par exemple aux gendarmeries africaines, mais ce sont l'ensemble des États africains qui ont été construits sur un schéma qui est comparable au nôtre. La structure administrative, la structure judiciaire, le code pénal, le code civil qui est assez proche du nôtre. Et des modèles de forces de sécurité qui sont comparables. Donc oui, on a une tradition historique à l'endroit de ces pays et on travaille, je dirais, régulièrement dans des dispositifs de formation qui sont des dispositifs conjoints, mais on va plus loin. On va maintenant dans des coopérations opérationnelles.
Quand on prend des sujets comme la crise malienne, la crise en Côte d'Ivoire, au Sénégal, ce sont des sujets qui nous touchent directement en français. Et nous avons bien sûr l'obligation de développer des liens opérationnels forts entre ces gendarmeries, ces pays qui connaissent des crises lourdes, qui peuvent avoir une incidence. Là, vous avez surtout une action de formation alors, pour la action suite. De formation, accueil en France de stagiaires étrangers, envoi à l'étranger de coopérants français, et puis aussi d'échanges d'informations sur les préoccupations qui traversent ces pays-là, d'échanges d'informations sur les mouvements terroristes, sur les trafics de stupéfiants. Aucun pays n'est épargné. On évoquait tout à l'heure la mondialisation, c'est un fait bien réel en termes de sécurité. Et les pays d'Afrique sont soumis à forte pression. Et le lien qui nous unit à eux nous conduise, bien sûr, à apporter notre aide, notre expertise, et à travailler ensemble, parce que ce qu'ils subissent, nous le subissons aussi. Donc nous avons là une démarche commune et responsable. Au niveau européen, est-ce qu'il y a des liens particuliers? Au niveau européen, oui, on a une structuration avec les pays essentiellement méditerranéens, qui ont un modèle comparable au nôtre. On étend ensuite cette coopération au bassin euro-méditerranéen. Avec les pays d'Europe du Nord, c'est différent. Le schéma historique est différent. Il y a davantage de forces de police centrales et de forces de comté du niveau régional. Donc on n'est pas tout à fait sur la même logique, mais on travaille surtout dans une logique avec les pays du sud de l'Europe. Et on crée notamment des forces. On a créé une force de gendarmerie européenne qui s'engage sur des théâtres très sensibles, qui sont engagés en Afghanistan, par exemple, qui va s'engager au Mali pour contribuer à mettre sur pied un outil européen autour de la notion de gendarmerie qui pourrait aider les pays en crise à évoluer de manière pacifique vers un mode de transition qui les amènera à la démocratie. Dites-nous un peu plus là, sur cette gendarmerie européenne qui est très méconnue. Oui, ce n'est pas une structure permanente, c'est une structure qui va puiser des forces dans les viviers que constituent les gendarmeries adhérentes à ce pacte. Alors, c'est aujourd'hui 6-7 pays, dont des pays insoupçonnés, les Pays-Bas, qui ont un modèle de maréchaussée comparable à ce qu'on a connu en France dans les années passées. La gendarmerie polonaise, qui sort d'une période, disons, un peu compliquée jusqu'aux années 90 et qui se tourne aussi vers un modèle de forces de police à statut militaire. Et donc ce groupe de forces de gendarmerie européenne fédère l'ensemble des forces de police de statut militaire. Donc c'est un élément de poids qui compte aussi dans la construction de l'Union européenne. Et qui peut constituer une sorte de force d'action rapide ou... Oui, qui peut constituer une force d'appoint sur certains théâtres sensibles. J'évoquais l'Afghanistan, je pourrais évoquer le Mali, je peux évoquer Haïti, où on a engagé un détachement important de la force de gendarmerie européenne pour apporter une réponse européenne face à une situation de crise. Et donc là, on est bien sur un concept qui s'adosse à une institution historique et qui s'adosse à une idée un peu française quand même, autour de la notion de gendarmerie. Comment est-ce que la gendarmerie a pu s'adapter aux besoins de la mondialisation, du terrorisme C'est-à-dire que nous, on a l'obligation de s'adapter. Oui. La délinquance, on la vit au quotidien. Mais il y a une espèce de doublon toujours critiqué avec la police. Non, mais en France, il y a de la place pour 2 forces de police. C'est un portage politique qui a été réitéré, rappelé à plusieurs reprises. Il y a une force de statut civil, la police nationale, une force de statut militaire, la gendarmerie, des zones de compétences, la ville et en dehors des villes. Une fois qu'on a admis ça, les choses sont assez claires. Nous, on a évoqué au fil du temps notre mutation c'est la mutation de notre société. On est passé de la monarchie à la République. Bon, la gendarmerie a suivi cette évolution. Elle s'est adaptée aux besoins de sécurité. Elle a eu des échecs. Elle a su les gérer. Elle a su en sortir plus fort. Et donc, on a cette évolution. Aujourd'hui, l'évolution, elle est technologique, très clairement. Il faut bien sûr garder les fondamentaux, qui sont l'ancrage dans le territoire, qui sont des fondamentaux basés sur la valeur des hommes qui servent chez nous. Mais il faut aussi qu'on fasse aujourd'hui très clairement cette révolution du numérique qui nous met face à une nouvelle forme d'insécurité. Dites-nous un peu plus, là. Non, mais très clairement, on a un gros travail à faire sur tout ce qui est cybersécurité, les technologies du numérique. L'espace Internet est aujourd'hui une source de délinquance qui est considérable et face à laquelle on n'est pas encore totalement armé. Et là, il faut qu'on dispose d'un dispositif national plus performant
dans tous les domaines. La lutte contre le blanchiment, la lutte contre la pédopornographie. On a là des segments qui sont extrêmement sensibles. Et ça suppose une grande coopération internationale. Oui, une coopération, il faut qu'on se mette en œuvre en franco-français, je dirais, et il faut bien sûr travailler en international. Le cyberterrorisme, c'est quelque chose aujourd'hui qui est vraiment très présent. Est-ce qu'il existe l'équivalent d'Interpol pour la gendarmerie? La gendarmerie est abonnée à Interpol, bien sûr. Oui, mais ça fait partie des réseaux internationaux qui animent et qui fédèrent les énergies de chacun des pays. Et la gendarmerie fait partie, bien sûr, de ces réseaux, quoi. Sur les questions du numérique, oui, là, on a un sujet qui est le sujet des années qui viennent. Oui. Est-ce que la cybersécurité est assurée à l'académie, à l'Institut, pardon? De la numérisation soit abordée, parce que, vous imaginez bien, c'est peut-être aussi une question que je poserai à mon confrère Yves Coppens, c'est la frontière de demain, n'est-ce pas? Elle est déjà là, d'ailleurs. Et nos travaux continuent à être des travaux plutôt écrits et oraux dans le style de la rhétorique, quelquefois de l'éloquence, mais en tout cas de l'exposé rationnel et rhétorique. Alors, nous abordons l'ère numérique de différentes manières, et si vous permettez, je voudrais évoquer cela, et en m'adressant au Collège de France pour dire qu'il a déjà abordé cette frontière et de manière assez remarquable. Nous avons deux défis, deux projets à l'Institut de France. Le premier, je l'aborde rapidement, c'est de se doter d'un auditorium, un grand auditorium moderne qui fait défaut. Dans ce magnifique palais du XVIIe siècle, il y a des salles ou des lieux de réunion majestueux, la coupole, c'est magnifique, une architecture splendide, mais on ne peut pas travailler sous la coupole. On écoute des discours. De grandes salles des séances, il y en a plusieurs, mais qui sont des salles solennelles, et la plus grande peut contenir 150 personnes. Ce n'est pas suffisant, surtout le jour où l'Académie des sciences a 250 membres et où les travaux interacadémiques et ouverts au public appellent un public beaucoup plus nombreux. Donc nous sommes en train de nous doter d'un auditorium de 400 places. Enfin, la jauge a été la plus grande possible dans les lieux. Et c'est un très beau projet, c'est dans l'emprise du palais de l'Institut, en prolongement des salles de séance, et le chantier devrait démarrer au début de l'année prochaine. Il faut qu'il soit doté dans les premiers jours de 2014. Il faut que cet auditorium soit doté de tous les instruments modernes, tous. Les fibres et tout ce qu'il faut. Cela pose un certain nombre de problèmes en matière de non pas d'équipement numérique, il faut évidemment que l'équipement numérique soit total et complet, qu'il permette à des intervenants extérieurs d'intervenir dans un colloque en train de se dérouler, d'y insérer des documents vidéo de toute qualification dans ce qui sera projeté à l'intérieur de l'auditorium, ce qui n'est pas si facile parce que ça suppose d'être compatible avec plusieurs systèmes internationaux. Et bon, ça va un peu de soi, ça sera assuré. C'est plus compliqué dans le domaine de l'acoustique et de la projection des images. Alors, pour la projection des images, on ne va pas au-delà du numérique, c'est-à-dire on ne va pas projeter des films de cinéma en 35 mm. C'est d'ailleurs qui se sert encore du 35 mm, à part les esthètes, évidemment. Mais pour l'acoustique, alors c'est très compliqué. Et il n'y a pas de science de l'acoustique, il y a un savoir-faire. Et nous voulons nous assurer que l'acoustique de l'auditorium sera excellent en utilisation de conférences, mais aussi en utilisation de concerts de chambre. Enfin,
400 places, c'est pas une grande salle de concert, et de projections de cinéma. Je dis cela parce que le Collège de France s'est doté d'un auditorium magnifique, qui était mentionné tout à l'heure, l'auditorium Marguerite de Navarre, qui a prouvé ce que je ressens pour ma part pour l'Institut et ce que je voudrais accomplir, c'est qu'un équipement de ce genre est en réalité un équipement structurant et qu'il modifie les manières de faire, de réfléchir, de travailler. Et donc, il faut se préparer à cette évolution. Quand vous dites structurant, vous pensez aux visioconférences et à ces choses-là? Quand je dis structurant, c'est d'abord le nombre d'auditeurs. Je veux apporter un témoignage, n'est-ce pas, à Yves Coppens. Qui pouvait imaginer qu'une leçon hebdomadaire sur l'histoire de la littérature recueille chaque semaine un public qui remplit non seulement l'amphithéâtre Marguerite de Navarre, mais tous les amphithéâtres annexes, quelquefois 700 personnes. Eh bien, Antoine Compagnon réussit ce tour de force. C'est structurant. C'est un phénomène. Eh bien, les travaux académiques peuvent être traités de la même manière, c'est-à-dire que les colloques interacadémiques ou sur les sujets de société les plus brûlants, les plus actuels aujourd'hui, eh bien, traités dans un auditorium de 400 places doté de tous les perfectionnements techniques, ça n'aura pas la même signification, le même retentissement que traité au sein d'une académie avec publication papier à la suite, etc. C'est un investissement structurant. Et tant mieux, nous le recherchons et c'est en train de se faire, ça sera fait. L'inauguration est prévue pour le milieu de l'année 2015. Donc voilà, nous sommes en train de le faire, c'est un défi. L'autre chose, si vous permettez, c'est précisément la numérisation de notre patrimoine immatériel, le patrimoine accumulé. L'Institut et les académies possèdent des trésors dans les bibliothèques, dans les musées. Ces trésors ne sont pas suffisamment valorisés, ne sont pas suffisamment diffusés. Ils doivent passer par la voie de la numérisation. C'est un grand chantier. La numérisation est commencée, bien entendu, mais de manière ponctuelle pour les objets les plus connus, les plus splendides, les plus intéressants, mais pas de manière systématique. Et donc, nous voulons engager ce projet qui reçoit l'appui du commissaire général à l'investissement, M. Louis Gallois, qui a accueilli avec beaucoup d'intérêt ce projet et qui l'a inscrit parmi les projets pouvant être financés partiellement par le commissaire général à l'investissement. Vous êtes en bonne voie. Comment ? Vous êtes en bonne voie. Oui. Nous sommes en bonne voie. Merci. Mais alors, il y a le patrimoine historique, artistique, mais il y a le patrimoine vivant, celui qui s'accumule semaine après semaine, c'est-à-dire tous les travaux, les conférences. Et alors là aussi, je me tourne vers le Collège de France, parce que le Collège de France a réussi à s'est doté d'un système d'enregistrement, de numérisation et de diffusion de l'ensemble des cours au Collège de France. Eh bien, c'est un exemple, c'est typiquement dans la vocation du Collège de France de le faire, et l'Institut voudrait se doter d'un système équivalent permettant à la fois d'enregistrer, numériser et diffuser l'ensemble du patrimoine vivant. Le Collège de France est peut-être en avance dans ce domaine. Vous me répondez, puis après je vais donner la parole à Lasse. D'accord. Oui, ce que je veux dire, bien sûr, je veux rebondir sur ce que dit le chancelier, parce que c'est important. C'est un grand virage, comme vous le savez. Hein. C'est un grand virage que l'on fait plus ou moins vite. Et on se rend compte, enfin tout le monde se rend compte aujourd'hui, que quand on a une salle, même si cette salle est immense, on a des centaines de personnes, on a des milliers de personnes, mais notre premier accord s'est fait avec la radio, avec Radio France, où on avait, par France Culture, encore plus d'auditeurs.
et maintenant sur Internet, où on multiplie par je ne sais combien le nombre d'auditeurs, bien sûr, et de possibilités et de capacités de diffusion. C'était un petit peu dommage à une certaine époque que le Collège de France ne soit pas très connu et que du même coup les conférences que l'on travaillait beaucoup soient un petit peu restées confidentielles pendant très longtemps. Ce n'est plus le cas. Alors je voudrais vous dire quelque chose d'important quand même que je n'ai pas dit tout à l'heure, et c'est à notre avantage, c'est qu'on fait 18 cours par an bien sûr, mais on doit changer chaque année d'enseignement. C'est-à-dire que moi j'ai enseigné pendant 22 ans, et j'ai dû changer chaque fois, c'est vérifié par les collègues, chaque fois, donc 22 fois, mon enseignement. Et finalement, Lévi-Strauss me disait, sur la fin de sa carrière, pas de sa vie, mais de sa carrière au collège, il me disait, c'est de plus en plus difficile, parce qu'on arrive au Collège de France, on a déjà 8 ans ou 10 ans d'expérience, et on fait un enseignement en fonction de cette expérience. Puis on doit lire beaucoup et lire évidemment l'actualité pour être à niveau. Et plus on avance, moins on fait de recherche, en tout cas de recherche de pointe, et plus on doit acquérir d'informations. Donc les années juste avant la retraite sont les années on travaille le plus. Oui, les plus laborieuses. Général Falguier, vous êtes prêt à entrer à l'Académie des sciences morales et politiques? Je ne suis pas certain d'en avoir le niveau, mais je suis très intéressé par les débats qui ont été menés. J'ai écouté avec beaucoup d'attention. Merci. Bon, on va donner la parole à la... Monsieur. Voilà, ben vous l'avez. Merci. Je voulais savoir si, en voyant les plateaux ce matin, étaient essentiellement masculins, est-ce que vos institutions vont donner une chance à la parité homme-femme? Oui, non, bien sûr. Hein. Regardez, Lucie est déjà entrée avec moi au Collège de France. Vous êtes sûr que c'était une femme? Merci. C'est même pas de poser une question, n'est-ce pas? Voilà. L'avenir est tracé. Nous l'appelons de nos voeux. La parité n'est pas un principe qui fait partie de l'excellence académique. C'est autre chose. Mais bien entendu, le système actuel n'est pas complètement satisfaisant. Il y a beaucoup d'acquis qui font qu'un équilibre satisfaisant n'est pas encore atteint. Pour prendre l'exemple de l'Académie française, il y a 5 femmes sur 40. Il faut dire aussi que l'Académie française a élu une femme secrétaire perpétuelle. Voilà, c'est la première fois que l'Académie était sous la gouvernance d'une femme. C'est un geste. Et dans ce domaine, vous avez raison, il faut progresser. C'est tout à fait évident. Mais il n'y a aucune barrière, n'est-ce pas? Il y a au contraire un appel. Il faut une entrée en force dans la gendarmerie. Oui, mais la gendarmerie, c'est un corps qui relève de la fonction publique d'État. Donc la question de l'admission des femmes dans ce corps, elle ne se pose pas. Elle est réglée par des textes. Oui, mais est-ce qu'il y a une appétence, je dirais? Ah oui, non, bien sûr, sur les mêmes missions, à l'exclusion peut-être des missions qui nécessitent un engagement physique fort. Là, effectivement, sur la gendarmerie mobile, par exemple, au maintien de l'ordre, on ne verra pas de femmes. Mais c'est uniquement le critère de sélection basé sur les capacités physiques. Sur les postes de responsabilité, parce que c'est la question, en fin de compte, qui est derrière. Oui, la parité est en marche et on a, pour la première fois cette année, promu au grade de général de brigade une femme, parce qu'elle a suivi le cursus. Elle est Saint-Cyrienne, elle est rentrée jeune en gendarmerie. C'était la première depuis Valérie André? En tout cas, en gendarmerie, c'est la première. Ouais. Valérie André, c'est effectivement la pionnière armée de l'air. Et donc, en gendarmerie, c'est la première. Donc, on est bien dans une démarche qui va vers l'ouvert. Alors ça, c'est un sujet qu'il faudrait poser à ceux qui organisent même l'excellence française. En tout cas, moi, dans le métier qui est le mien, j'observe et j'apprécie énormément la contribution féminine dans le métier de gendarme que j'exerce. On évoquait le GIGN tout à l'heure, et même dans cette unité qui fait appel à des capacités particulières, il y a précisément des femmes parce qu'elles ont des capacités que les hommes n'ont pas. Je pense aux techniques de négociation, par exemple. Donc, effectivement, femmes et hommes sont présentes. Oui, je voulais vous dire qu'on est conscient de cette situation
Et finalement, moi qui ai un certain âge, j'ai vu arriver les premières femmes au collège, les premières femmes à l'Institut de France, et depuis, les progrès sont considérables. Et non seulement les progrès sont considérables, mais de la part des présidents, des différents présidents de section, il y a un souhait pour favoriser l'entrée des femmes. Et je peux vous dire qu'en ce moment, à l'Académie des sciences de l'Institut de France, il y a par exemple une session de nouveaux membres, ce n'est pas encore tout à fait terminé, et la section des sciences de l'univers dont je fais partie n'a proposé que des femmes. Alors, il ne faut pas non plus basculer dans l'autre sens, mais c'est parce qu'elles font partie de l'excellence. Ce n'est pas du tout un favoritisme, c'est simplement pas des quotas. Un effort. Non, c'est pas du tout vers un sens de quota, c'est vers un sens d'excellence, mais un effort d'établissement, de rétablissement, enfin, d'une certaine égalité qui n'existait pas, c'est vrai. Oui, merci beaucoup. Oui. Ma question, On en fait, voudrait de ne c'est- pas avoir mentionné dans ce même tableau Madame Catherine Bréchignac, qui est secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences. Alors, il y a 5 académies, il y a 2 femmes secrétaires perpétuelles. On est proche de l'équilibre satisfaisant, n'est-ce pas? C'est grâce à leur sens pratique, peut-être. C'est grâce à leur sens pratique. C'est dû à leur sens pratique qu'elles soient. C'est dû à leur excellence et à leur élection. C'est une double élection, élection comme membre de leur académie et élection comme secrétaire perpétuel. Voilà, c'est le... Oui, merci beaucoup de me donner la parole. J'étais très intéressé par la classification de 5 académies dans l'Institut. Et je me demandais, l'Académie de médecine fait partie de l'Institut ou il est à part? Ça, c'est ma première question. Et puis, concernant le Collège de France, est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi ils ne donnent pas des diplômes? Et puis, je me suis dit, est-ce que sur le plan international, le Collège de France, il est connu, il est reconnu? Parce que je vois par exemple que la Sorbonne a fait une branche à Abu Dhabi, je crois, ou à Dubaï, quelque chose comme ça, dans le monde arabe. Quand j'étais aux États-Unis, je voyais que par exemple les académies des sciences aux États-Unis, c'est ouvert à des étrangers, au niveau international. Alors l'excellence, je pense, le prestige en France, le Collège de France, c'est un lieu de prestige. Et je voulais, moi, je voulais mettre ce mot de prestige, l'excellence et le prestige. Comment peut-on faire connaître le Collège de France et les académies à des jeunes, par exemple les chercheurs ou Merci. l'académicien, par exemple, le titre d'académicien. Vous voulez préciser votre question là, parce que... Ma question, en fait, est-ce que l'Académie des médecines fait partie de l'Institut ou pas, déjà? Voilà, l'Académie de médecine. Alors, merci de votre question. Il faut préciser les choses. En effet, l'Académie de médecine ne fait pas partie des académies de l'Institut, pas plus que l'Académie d'architecture et que l'Académie de technologie. Alors, est-ce que c'est une question d'incompatibilité d'humeur, de susceptibilité, non. Il y a une raison profonde à cette question. On peut s'interroger sur l'actualité de cette raison profonde, mais les académies telles qu'elles se sont formées, regroupées à l'Institut de France, sont des académies de travaux intellectuels et non pas des académies professionnelles. Et c'est la raison pour laquelle l'Académie de médecine, qui est le rassemblement d'une société savante de professionnels, n'a jamais fait partie des académies de l'Institut. L'Académie d'architecture, même raison, et l'Académie des technologies, même raison. Encore que, n'est-ce pas, pour la médecine et pour l'architecture, c'est un métier, si l'on veut, mais il y a une section d'architecture à l'Académie des Beaux-Arts. Pour l'Académie des technologies, le registre est si vaste qu'on ne peut pas dire qu'il y ait un métier de la technologie et que donc, si les travaux communs
Et la proximité entre l'Académie des technologies et l'Académie des sciences est beaucoup plus forte que dans les autres cas. Voilà, les choses évoluent, nous adoptons les évolutions de la société. M. Coppens. Merci beaucoup. Oui, pour l'Académie de médecine, moi je suis par exemple membre de l'Académie de médecine, et il y a des séances communes, il y a bien des séances communes, mais c'est historique. C'est parce que ça s'est formé ainsi, et ce que je peux vous dire, c'est que l'Académie de médecine est très envieuse de l'Institut de France. Et lorsque des gens se trouvent dans les deux, l'Institut de France est toujours donné comme prioritaire. Alors en ce qui concerne le Collège de France, ce que je veux vous dire, c'est que le Collège de France tient à son indépendance totale par rapport à l'université, tient au fait qu'elle n'est justement pas sous la dépendance des chancelleries des universités, et parce que l'enseignement y est libre, les cours sont ouverts, et à partir du moment où on entre librement pour écouter les cours, on ne peut pas sortir avec un diplôme. On entre libre, mais on sort libre. Donc nous n'avons pas la capacité, en effet, de donner des diplômes. Et c'est une petite gêne parce que le Collège de France étant unique, alors que dans bien des pays à travers le monde, c'est l'université qui est seule et qui fait loi, nous recevons des étudiants des autres universités qui viennent en séjour, en stage, au Collège de France, et on ne peut pas leur donner de diplôme. Et moi, lorsque j'en ai eu, et j'en ai eu beaucoup, je leur faisais passer une sorte de test, et je leur attribuais un papier qui ne valait rien du tout, mais qui, quand même, en tant que professeur au collège, c'était un papier du Collège de France, du Collège de France, assurant leur université que ces jeunes gens étaient bienvenus, avaient été bien présents et avaient apparemment assimilé le cours qu'ils avaient écouté. Mais c'est vraiment une question d'indépendance du collège auquel le collège tient beaucoup, croyez-moi, tient beaucoup. Merci. Est-ce que vous voulez nous dire un mot des académies militaires, peut-être, non? Ce sont essentiellement des académies de formation initiale et continue. Les formations de base, notamment des officiers, se font dans des grandes écoles, inscrites aux grandes écoles. Et la formation, elle se continue en milieu de parcours professionnel. C'est un peu une originalité du monde militaire, avec un cursus intermédiaire qui arrive entre 35 et 40 ans, dans une école qu'on appelle l'école de guerre. Le mot peut faire peur, mais c'est un centre de réflexion, qui est un centre de réflexion de haut niveau. Il se poursuit encore en fin de parcours, aux environs de 45-50 ans, avec le centre des hautes études militaires. Et donc on a bien une formation dans des académies à différents niveaux différents, qui accueillent à chaque fois des stagiaires étrangers, et qui contribuent par là même au rayonnement de notre pays. Contribue sans doute à cette notion d'excellence française dans le monde. Vous voulez que je vous dise un mot des prix, c'est ça? Alors, dans la mission des académies, il y a celle de reconnaître, pas uniquement les travaux internes, mais il y a une fonction, disons, extérieure, sociale, qui existe dès la fondation et qui est toujours exercée avec énormément de soin, qui est de reconnaître, ne disons pas de récompenser, mais enfin de signaler, et dans un certain nombre de cas, si, les prix sont de véritables récompenses. Le mot n'a rien de péjoratif, n'est-ce pas? Et je vous dis un mot de ce que cela représente. Il y a des quantités de prix. Ils ont l'origine dans la volonté de personnes qui ont souhaité fonder un prix qui sera décerné par l'une ou l'autre des académies ou par l'Institut. C'était une démarche très courante, par exemple, depuis la création, 18e, 19e, 20e siècle. Et c'est d'ailleurs une démarche qu'avaient emprunté pas mal de membres de l'Institut à la fin de leur vie,
pour eux-mêmes, en signe d'attachement et de reconnaissance pour l'institution qui les avait accueillis, de fonder un prix qui perpétuerait leur souvenir, le souvenir de leur passage, leur mémoire. Alors, ces prix ont évolué différemment selon comment ils étaient dotés et ont subi l'érosion de l'inflation à partir de 1919. Et beaucoup se sont transformés profondément en sommes très faibles. Je donne un exemple. Guizot et Thiers ont chacun voulu fonder un prix en 1871 et à la suite d'épisodes que je ne relate pas, mais je pourrais vous en parler si vous le souhaitez, c'est assez curieux d'ailleurs, mais il y a eu une compétition entre les deux. Guizot a donné 20 000 francs or et donc Thiers s'est aligné à donner 20 000 francs or. Eh bien, ces deux prix continuent à exister maintenant, malheureusement, ils sont réduits considérablement et on est obligé de les fusionner avec un autre prix pour pouvoir le donner annuellement. Mais le fusionner, mais pas fusionner les deux prix Guizot et Thiers ensemble, ça ne serait pas possible, pour les raisons de volonté des fondateurs, probablement. Il y a quelque chose comme 2000 prix décernés chaque année à l'Institut et dans les académies. L'essentiel, ce sont des prix récompensant un ouvrage, des travaux. Et donc, ce sont bien des récompenses. Et le montant de ces prix n'est pas considérable. Quelquefois, il consiste en une médaille, toujours appréciée, d'ailleurs, toujours recherchée même. Et quelquefois, ce sont une dotation. Et le montant des prix évalue entre 1000 et quelquefois 40 000 euros. Il y a plusieurs prix du montant de 40 000 euros. 40 ou 50. Alors ça, ce sont les prix, disons, récompensant un ouvrage. Il y a en plus des fondations abritées à l'Institut de France et dans les académies, et ces fondations sont dotées de fonds quelquefois considérables. Ce sont des patrimoines entiers qui sont entrés et qui sont abrités à l'Institut de France et qui décernent des prix, mais alors c'est une autre notion, d'un montant beaucoup plus important et qui sont des encouragements à des projets qui sont en réalité des subventions permettant à une équipe d'accomplir un projet ou de perfectionner, d'améliorer son projet. L'Académie des sciences en décerne plusieurs, l'Institut décerne les principaux en montant. Je peux vous dire simplement que plusieurs prix sont décernés chaque année dans des disciplines spécialisées, la cardiologie, la recherche, toujours autour de la recherche médicale ou de la recherche pure. Mais certains prix sont de l'ordre de 400 ou 500 000 euros par an. Donc des prix considérables. Le prix Nobel lui-même a dû, à cause de la crise, réduire son montant. À une certaine époque, en 2011, les prix de l'Institut avoisinaient le montant du prix Nobel. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Vous avez été excellents. Je laisse la parole à monsieur Bonnefond. Oui, je crois qu'il y a 2 ou 3 personnes qui voudraient encore poser des questions. Mais c'est une question simple. Il y a une pause déjeuner, il faudrait tout de même qu'on y pense. Alors peut-être peut-on encore laisser la parole au public pour 1 ou 2 personnes, mais disons qu'il est 12h25, à 12h30, il faut arrêter pour passer côté buffet. Merci. Monsieur le grand chancelier, vous avez insisté à juste titre sur la nouvelle frontière, la numérisation et la diffusion des travaux des académies et de l'Institut de France. L'Institut de France disposait d'un moyen de communication grand public, Canal Académie. J'ai entendu dire qu'elle allait peut-être fermer, que cette radio Internet allait peut-être fermer. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la situation et sur l'avenir de Canal Académie? Bien sûr, merci de poser cette question. Dans la numérisation, je m'en voulais il y a quelques instants de ne pas avoir mentionné le nom de Canal Académie. Non, Canal Académie ne va pas fermer. Canal Académie doit être refondé, est refondé, et hier encore, nous avons défini les voies et les moyens de manière à ce que Canal Académie poursuive et même revive de manière plus assurée, plus confortable qu'auparavant.
j'indique tout de suite que Canal Academy est un instrument formidable qui a été créé par la volonté d'un académicien, Jean Cluzel, sénateur de l'Allier et qui a été pendant des années le sénateur de l'audiovisuel, rapporteur du budget de l'audiovisuel au Sénat, grand spécialiste, grand expert en matière d'audiovisuel. À l'Académie des sciences morales et politiques, il a voulu créer Canal Academy, association de la loi de 1901, bien vue, et qu'il a créé pratiquement tout seul, et qu'il a fait réussir pendant plusieurs années. Et puis, les choses ont changé, ont évolué. Monsieur Cluzel n'a pas rajeuni, et à un moment donné, il a décidé d'abandonner et de souhaiter passer la main. Et il faut dire que ce passage correspondait au moment où le financement de Canal Academy, qui avait existé pendant les années précédentes, avait cessé, avait été abandonné. Et donc, il fallait refonder Canal Academy. C'est fait maintenant, c'est fait parce que la décision est prise d'ancrer Canal Academy dans les travaux et même dans les personnes des 5 académies et de l'Institut, ce qui n'était pas le cas parce qu'une association de la loi de 1901 ne dépendait d'aucune académie ni de l'Institut, c'était une chose privée, et donc ce n'était pas tout à fait normal. Nous avons voulu l'ancrer dans les académies et de l'Institut, et c'est fait aussi parce que la Canal Academy, c'est un instrument de numérisation et de diffusion d'une partie de ce patrimoine culturel immatériel des académies et de l'Institut, c'est-à-dire tous les événements qui se déroulent, qui doivent être conservés, enregistrés, numérisés, valorisés. Nous en revenons à ce que nous disions tout à l'heure. Et les choses ont été conçues comme cela par le commissaire général à l'investissement qui, au cœur de sa décision approuvant notre projet, a placé Canal Academy comme une sorte de plaque tournante pour la numérisation, la diffusion et la valorisation. La valorisation est très importante dans son raisonnement parce que c'est un investissement avisé, donc, qui doit être remboursé. Mais en tout cas, Canal Academy est au cœur de son projet, au cœur du nôtre. Nous avons établi la structure, la méthode de fonctionnement. Donc, je vous en supplie, à chaque fois que la question vous est posée, si la rumeur existe, elle a été colportée, la rumeur, je le sais bien, elle a été colportée par des collaborateurs de Canal Academy qui ont vu leur fonction cesser. Et cela se discute devant les prud'hommes, et je sais que devant les prud'hommes, ils ont dit que Canal Academy était supprimé. C'est faux. Je sais, et je vous prie de dire que ce que je vous dis, c'est le contraire, et que c'est faux. Canal Academy survit, et au contraire, sera encore plus assuré de sa vie. La toute dernière. Oui, je suis étudiant, j'adresse ma question au général Denis Favier. Par rapport à la coopération entre les équipes de la gendarmerie française avec les équipes des pays proches de la France, historiquement, notamment les pays d'Afrique, comment les équipes formatrices gèrent la différence culturelle et la particularité culturelle de chacun de ces pays et le manque d'équipement qui existe sur place? Est-ce que... Oui. Votre question exacte par rapport au dispositif de formation, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il y a des difficultés de culture, la différence culturelle, et de différence de volume d'équipement? Non, mais il n'y a aucune difficulté pour dispenser un enseignement. Il est sur des bases très techniques, en fin de compte. Et donc, dès lors qu'on est sur un enseignement technique, dès lors qu'on est inséré dans le pays qui nous accueille, on vit au rythme de ce pays et on intègre bien sûr son niveau de développement, on intègre aussi ses spécificités culturelles. Donc l'instructeur qui se déplace est au cœur de la population qu'il a formée, et donc il prend en compte toutes les contraintes qui sont liées à cette population, donc il n'y a pas de difficulté. Il y a parfois une difficulté d'ordre matériel, parce que les infrastructures ne permettent pas de développer tous les moyens pédagogiques qu'on voudrait mettre en œuvre. Mais on compense par une présence, on compense par des modes pédagogiques différents, mais vraiment il y a une qualité d'enseignement qui n'en pâtit pas trop, quoi.